Un Boeing 727 descendait lentement à travers les nuages denses par un matin de décembre enneigé. En quelques minutes, l'équipage s'est préparé à livrer les 85 passagers à Washington. Les turbulences ont fait balancer l'avion d'un côté à l'autre et les pilotes ont commencé à être de plus en plus désorientés par leur position. Un malentendu s'est développé entre eux et le contrôleur de la circulation aérienne, une petite erreur qui se transformerait en une catastrophe dévastatrice, secouant l'industrie aéronautique jusqu'à ses fondements. C'est l'histoire du vol TWW 727. Mais avant de poursuivre notre histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne pour atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Nous nous efforçons de produire et de vous fournir les meilleures vidéos, alors inscrivez-vous, merci. C'était un matin froid et clair en décembre 1974 à l'aéroport de Columbus, Ohio. Le vol TWW 514 venait d'arriver d'Indianapolis et était sur le point de transporter 85 passagers et 7 membres d'équipage vers l'aéroport national de Washington, D.C. Ce jour-là, le contrôle de vol était sous la responsabilité du capitaine Richard Brock. Brock, 44 ans, était commandant du 727 il y a 3 ans et accumulait un peu moins de 3000 heures de vol dans l'avion. Ses antécédents en matière d'entraînement et de performance étaient excellents, sans faiblesses apparentes dans ses connaissances techniques ou ses compétences en vol. À côté de Brock, sur le siège de droite, se trouvait le premier officier Leonard Keswick, 40 ans. Keswick avait un peu plus de 1000 heures sur le 727 et plus de 6000 heures de vol au total. Son parcours de formation et de performance était également impeccable. L'ingénieur de vol Thomas Safranek, 31 ans, le membre d'équipage le moins expérimenté, rejoint les pilotes dans le cockpit, avec un peu plus de 100 heures sur le 727, mais plus de 3000 heures sur d'autres avions. Avec un personnel aussi qualifié à bord, les passagers pourraient se sentir en sécurité ce jour-là. Pendant que les pilotes préparaient l'avion pour le court vol vers Washington, l'équipage de cabine a effectué les contrôles pré-vol et s'est assuré que chacun des 86 passagers était logé et avait sa ceinture de sécurité attachée. Bien que le Boeing 727 soit aujourd'hui considéré comme une relique de l'aviation, il n'y en a plus en exploitation commerciale, n'étant utilisé que par certains gouvernements et forces armées. En 1974, le 727 était à l'avant-garde de la conception aéronautique. Avec près de 2000 unités vendues, il faisait partie intégrante des flottes de nombreuses compagnies aériennes. Le modèle utilisé ce jour-là était relativement nouveau, avec seulement 4 ans de service. À 10 heures ce matin-là, le vol 514 était prêt à partir de Columbus. Le voyage vers Washington prendrait un peu plus d'1 heure, et l'avion était chargé de 13 tonnes de carburant, assez pour effectuer le voyage aller-retour sans avoir besoin de faire le plein. Le pilote a allumé les 3 moteurs et le capitaine Brock a commencé à conduire le 727 sur la piste. Jusqu'à ce moment-là, tout se passait comme prévu, mais les choses ont commencé à s'effondrer rapidement. À 10h25, lorsque le capitaine Brock a lancé le 727 dans le ciel froid de décembre, alors que les passagers s'installaient pour le voyage, le capitaine a ajusté l'avion pour se diriger vers le sud-est vers la capitale du pays. Cependant, Washington DC n'offrait pas d'accueil amical. Les vents étaient intenses sur la piste active, atteignant des vitesses allant jusqu'à 49 nœuds, soit 90 km/h. Ces vents étaient bien au-delà des capacités de vent croisé du Boeing 727. Les vols d'approche étaient détournés ou devaient suivre les normes de rétention, et les avions au sol étaient retardés. Ce n'était pas la journée tranquille que l'équipage de vol avait anticipée, et la situation était sur le point de s'aggraver encore. Seulement 12 minutes après le décollage, alors que le vol montait encore à son altitude de croisière, l'équipage a reçu des nouvelles inquiétantes en raison des vents violents. L'aéroport national de Washington avait été fermé à toutes les arrivées, obligeant le capitaine Brock à rediriger le vol 514 vers l'aéroport de Dulles, situé à 36 km à l'ouest. Malheureusement, les conditions à Dulles n'étaient pas bien meilleures, avec des vents forts et de la neige, même si l'aéroport acceptait les atterrissages. Pour de nombreux passagers, ce détournement non planifié ne serait qu'un inconvénient, mais pour l'équipage, il augmenterait considérablement la charge de travail. Ce changement de dernière minute à la destination a apporté une nouvelle pression, car le temps est devenu un facteur critique. Habituellement, sur des vols courts comme celui-ci, les pilotes ont déjà leur graphique d'approche préparé pour l'aéroport de destination, et dans certains cas, informent même le plan d'arrivée alors qu'ils sont encore à l'aéroport de départ. Aujourd'hui, l'équipage devrait rapidement ajuster ses plans, abandonner le familier aéroport national de Washington et se préparer à se rapprocher de Dulles, un endroit moins connu.
Ce changement rapide de plan a déclenché une série d'événements qui allaient commencer à se dérouler sur le vol 514. Alors que les pilotes atteignaient l'altitude de croisière, ils ont commencé à consulter les cartes d'approche de l'aéroport de Dulles. Simultanément, l'opération de vol TWW à New York a été informée du détournement et la compagnie aérienne devrait se préparer à gérer la frustration des 85 passagers lors de l'atterrissage. Le capitaine Brock a informé les passagers du détournement, puis a transmis les commandes au premier officier Keswick, qui allait commencer à s'occuper de l'approche et des détails de l'atterrissage. Cela faisait longtemps que le capitaine Brock n'avait pas opéré à Dulles, et il n'avait que quelques minutes pour se familiariser avec les procédures d'approche de l'aéroport avant de devoir effectuer l'atterrissage. À ce stade, le contrôleur avait autorisé le vol 514 à descendre à une altitude de 23 000 pieds. Dans la formation des pilotes, il y a deux maximes fondamentales qui sont soulignées. La première est « priorité, avion, navigation, communication ». Cela signifie qu'à tout moment, la priorité absolue pour un pilote est de garder le contrôle de l'avion. La navigation fait référence à la nécessité de comprendre clairement la position et l'altitude de l'avion par rapport au terrain. Ce n'est qu'une fois que ces deux priorités sont sous contrôle que la communication avec le contrôle du trafic aérien doit être envisagée. Cependant, que se passe-t-il lorsque la communication compromet le respect des deux autres priorités? L'histoire du vol TWW 514 illustre comment la combinaison de doutes et de défauts de communication peut avoir des conséquences fatales. Le deuxième principe que les pilotes apprennent est « en cas de doute, n'ayez aucun doute ». Dans les prochaines minutes, la combinaison malheureuse d'incertitude et d'échec de la communication mettrait la vie de tout le monde à bord en danger. Au fur et à mesure que le vol descendait, le capitaine Brock discutait de l'approche avec le contrôleur du trafic aérien. Le plan était d'effectuer l'approche de l'ouest, à l'aide d'une balise radio appelée Front Royal. De là, il continuerait vers l'est jusqu'à intercepter la piste d'approche finale vers la piste 12. Cette dernière piste était basée sur une autre balise radio, appelée Armil. L'approche était relativement directe, les pilotes avaient juste besoin d'ajuster leur radio de navigation pour Front Royal et ARL, et de suivre les aiguilles de navigation jusqu'à ce qu'elles soient alignées sur la piste. Après avoir reçu l'autorisation du contrôle du trafic aérien, les pilotes ont examiné les graphiques d'arrivée standard de Dulles, connus sous le nom de plaques d'approche. Ces graphiques fournissent des informations cruciales sur la piste et l'altitude minimale autorisée pendant l'approche, données essentielles pour garantir une approche sûre. C'est ce qu'on appelle ** l'altitude de sécurité minimale ** qui définit l'altitude sûre pour un secteur spécifique de l'espace aérien lors du vol par instrument, en particulier lorsque la visibilité est limitée. Les pilotes s'appuient sur les informations détaillées contenues dans ces graphiques pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage lors de l'approche. Vous trouverez ci-dessous une copie du graphique utilisé par l'équipage du vol 514. Entre Front Royal et Round Hill, l'altitude de sécurité minimale était de 3400 pieds. Garder ce au-dessus de cette altitude garantirait la sécurité de l'avion pendant cette phase d'approche. Une fois que l'avion a atteint Round Hill, qui était la correction d'approche initiale, les pilotes pouvaient alors descendre à une altitude de 1800 pieds, à environ 11,6 miles de l'aéroport. Cette section du graphique montre une vue latérale de l'approche, y compris la correction de l'approche finale à 6 miles de l'aéroport. À partir de ce point, les pilotes pouvaient continuer la descente jusqu'à 1800 pieds vers la piste 12. Pendant que l'équipage du vol 514 étudiait ces graphiques, ils ont formé une image mentale de la position latérale et verticale de l'avion lors de l'approche de l'aéroport de Dulles. Jusqu'à ce moment-là, la navigation et la communication se déroulaient comme prévu, mais cela a commencé à changer lorsque le contrôle du trafic aérien de Washington a pris contact avec une nouvelle instruction. À 10h50 ce matin-là, le contrôle du trafic aérien de Washington a autorisé le vol 514 à tourner à gauche pour une direction de 0,90° et à intercepter le radial de 300° du phare ARML. Ce radial de 300° est une ligne qui s'étend du phare vers 300° dans la Rose des Vents, qui correspond approximativement au nord-ouest, 360° étant au nord et 270° étant à l'ouest. L'inverse du radial de 300° est de 120°, et c'est la direction que les pilotes ont insérée dans l'équipement de navigation. La décision du contrôleur d'autoriser le changement de cap 0,90 a servi de raccourci pour le vol, ce qui était bénéfique étant donné que les pilotes déviaient déjà leur itinéraire. Cependant, ce changement a apporté son propre problème,
l'avion a cessé de suivre le chemin établi sur la plaque d'approche que l'équipage avait. Bien qu'il ne soit pas sur le parcours prévu, cela n'a pas causé beaucoup d'inquiétude à l'équipage du vol 514. Après tout, le Boeing 727 n'avait pas les systèmes avancés des avions modernes, tels que des affichages de navigation détaillés et colorés. Les pilotes ne dépendaient que de graphiques papier, d'indicateurs de direction et d'équipements de mesure de distance. Bien qu'ils soient en dehors du trajet prévu, le contrôleur avait autorisé la descente à 8000 pieds, une altitude supérieure à la sécurité minimale pour la zone. L'ingénieur de vol a examiné la liste de contrôle d'approche et calculé les vitesses nécessaires à l'approche finale et à l'atterrissage de l'avion. L'équipage a travaillé ensemble pour réviser le graphique d'approche de l'instrument, en discutant de points cruciaux tels que l'intersection de Roundhill, la correction de l'approche finale et l'indicateur d'inclinaison visuelle de l'approche, en plus des lumières de la piste. Ils ont également analysé le diagramme de l'aéroport qu'ils devraient utiliser pour trouver le chemin de la porte après l'atterrissage. Tout était bien organisé lorsque l'avion a commencé sa descente juste avant 11 heures. Le contrôle du trafic aérien de Washington a autorisé le vol 514 à descendre à 7000 pieds et a demandé à l'équipage de contacter le contrôle d'approche de Dulles. Le capitaine a établi une communication avec le contrôle d'approche de Dulles, informant que l'avion descendait de 10 000 pieds à 7000 pieds. Le contrôleur a demandé à l'équipage de procéder à l'armement et d'attendre l'autorisation d'atterrissage sur la piste 12, garantissant que, bien qu'il soit en dehors de la route d'approche standard, l'avion volait toujours en toute sécurité. Cependant, environ 4 minutes après 11 heures, le contrôleur a effectué une transmission cruciale. Il a autorisé le vol à effectuer une approche de la piste 12. À ce stade, le capitaine Brock et le premier officier Keswick ont commis la première de plusieurs hypothèses erronées. Ces hypothèses ont été influencées non seulement par l'expérience antérieure, mais aussi par un document de la FAA publié des années auparavant et retiré par la suite à l'insu de l'équipage. Ce document, un manuel d'aviateur de la FAA, recommandait à l'équipage de descendre à l'altitude d'approche dès qu'il avait reçu l'autorisation de le faire. Selon la plaque d'approche, l'altitude d'approche de Roundhill était de 1800 pieds. Par conséquent, selon ce manuel de la FAA, l'équipage croyait qu'il était autorisé à descendre à cette altitude. Cependant, cette orientation n'avait aucun sens étant donné l'emplacement actuel de l'avion, qui était encore à plusieurs miles du phare de Roundhill, dans une zone où l'altitude minimale était d'au moins 3400 pieds. Pour compliquer encore la situation, une autre hypothèse incorrecte est apparue. Les pilotes pensaient que l'autorisation de l'ATC indiquait qu'il était sous surveillance radar et pouvait continuer l'approche sous la supervision du contrôleur du trafic aérien. Les pilotes pensaient que s'ils descendaient en dessous de l'altitude minimale sur du secteur, le contrôleur les alerterait immédiatement. Cependant, malgré cette croyance, légalement, le contrôleur n'avait aucune obligation de fournir des services radars. La décision de le faire était entièrement la sienne, et ce jour-là, lorsque le contrôleur de Dulles a autorisé le vol 514 à commencer l'approche finale de la piste 12, il pensait qu'il n'offrait pas de guidage radar. Par conséquent, le contrôleur a estimé que la responsabilité de la navigation et de la séparation du terrain incombe exclusivement à l'équipage. Par conséquent, il y avait un écart important. Les pilotes pensaient qu'il était surveillé par radar, alors qu'en fait, le contrôleur n'effectuait pas cette fonction. De plus, les graphiques d'approche indiquaient que l'altitude minimale sûre pour la zone était de 3400 pieds. Il était de notoriété publique parmi les pilotes que, lorsque les contrôleurs du trafic aérien offraient des conseils radars, ils autorisaient parfois des descentes en dessous des altitudes minimales établies sur les cartes de croisière. C'était parce que les contrôleurs utilisaient leur propre minimum, qui différait de ceux utilisés par les pilotes. En conséquence, les pilotes se sont habitués à être autorisés à voler en dessous des minimums officiels et ont commencé à compter de moins en moins sur leur propre panneau d'approche pour éviter le terrain. Ainsi, ce froid jour de décembre au-dessus de Washington, lorsque le contrôleur a libéré le vol 514 pour l'approche sans fournir d'instructions supplémentaires, le capitaine Brock a interprété cela comme une indication qu'il n'y avait aucune obstruction entre sa position actuelle et l'aéroport. Aucun des pilotes ou du contrôleur ne comprenait correctement la compréhension de l'autre, et cette défaillance de communication était sur le point d'avoir des conséquences dévastatrices pour la navigation et la sécurité du vol. Dès que le contrôleur a libéré le vol 514 pour l'approche, le capitaine a informé l'équipage que l'altitude de 1800 pieds était la nouvelle limite, indiquant qu'il était autorisé à descendre à cette altitude lors de l'approche finale. Le premier officier a confirmé l'instruction,
mais l'ingénieur de vol a exprimé ses doutes. Il a noté que l'avion était encore à plusieurs kilomètres de la piste et a remis en question la nécessité de descendre si tôt, d'autant plus qu'il n'avait pas de graphique d'approche mis à jour avec des informations sur le terrain environnant. Il a mentionné qu'il était en dehors des chemins d'approche et qu'il n'avait pas une vision claire du terrain. C'était la première indication de doute de la part d'un membre de l'équipage. Cependant, au lieu de soulever la question avec plus d'insistance, l'ingénieur de vol a détourné l'attention sur la nécessité d'ajuster la climatisation de l'avion. Ainsi, le doute est resté latent dans le cockpit. Pendant ce temps, les passagers, totalement inconscients de la situation dans le cockpit, étaient confrontés à une épaisse couche de nuages qui couvrait l'avion. En regardant par les fenêtres, ils avaient peu d'idées de leur emplacement ou de l'altitude par rapport au sol. Ironie de l'ironie, les pilotes étaient dans la même situation, sans une perception claire de l'altitude par rapport au terrain environnant. Alors que l'avion continuait à descendre, il a rencontré de fortes turbulences, suffisamment intenses pour que le premier officier remarque des variations dans la lecture de l'altimètre. Les turbulences, bien que inconfortables, n'étaient pas le vrai danger. Le risque réel pour le vol était le manque de conscience des pilotes de la descente imminente, sous les sommets des collines et des montagnes environnantes. À 11h07, lorsque le vol 514 était à 1800 pieds, la situation est devenue critique. Le capitaine Brock a décidé de revoir le graphique d'approche plus attentivement. Cet examen plus détaillé a suggéré que le doute se répandait dans le cockpit, et ce n'était pas seulement une préoccupation de l'ingénieur de vol. Indépendamment des autorisations de contrôle du trafic aérien, la responsabilité de la sécurité de l'avion incombe toujours au capitaine. Lors de sa deuxième analyse du graphique, Brock a constaté que l'altitude minimale de descente entre Front-Royal et Round Hill était de 3400 pieds, bien au-dessus des 1800 pieds vers lesquels il descendait. Il a informé l'équipage que, selon le graphique, l'altitude minimale pour Round Hill était de 3400 pieds. L'ingénieur de vol, en remarquant ces informations critiques, a interrogé le capitaine sur la section spécifique du graphique qu'il analysait. À ce moment-là, l'équipage aurait dû être alarmé. Si l'altitude minimale à seulement quelques miles au sud de la position actuelle était de 3400 pieds, pourquoi descendait-il à seulement 1800 pieds? Cependant, au lieu d'effectuer une analyse minutieuse des graphiques et de cartographier la position de l'avion, l'équipage a commencé à justifier la décision déjà prise. Après que Brock ait montré l'altitude minimale de 3400 pieds, le premier officier Keswick a contesté cette information, arguant qu'une fois autorisé par le contrôle du trafic aérien, il était autorisé à suivre l'approche selon les instructions initiales. Brock a expliqué que sa référence était un document de la FAA qui disait exactement cela. Cependant, quel que soit le document, les pilotes étaient maintenant dans une situation où il y avait de sérieux doutes sur la bonne altitude à maintenir. Il ne devrait pas y avoir d'incertitude quant à l'étape suivante. Confirmant la gravité de la situation, l'avion continuait à descendre et était maintenant en dessous de l'altitude sur de 3400 pieds. La triste réalité était que la communication de navigation avait été presque totalement négligée. Les graphiques du pilote montraient clairement des montagnes s'élevant à 1930 pieds et 1764 pieds des deux côtés du cours de l'avion, mais l'équipage a néanmoins décidé de poursuivre la descente. Ils mettaient leur confiance, et la sécurité des passagers, dans un contrôle radar qui n'existait pas vraiment. L'équipage avait succombé au phénomène psychologique connu sous le nom de biais de confirmation, qui est la tendance à rechercher et à interpréter des informations de manière à confirmer les croyances préexistantes. Dans ce cas, l'équipe de vol ignorait toutes les informations qui indiquaient la nécessité de monter à une altitude sûre et se concentrait uniquement sur les informations justifiant la descente à 1800 pieds. Tout ce qui aurait été nécessaire pour corriger la situation serait un simple appel au contrôle du trafic aérien pour confirmer l'altitude minimale. Cependant, l'équipage n'a jamais effectué cette vérification. Avant de critiquer excessivement cet équipage, il est important de noter qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Quelques semaines plus tôt, une situation presque identique s'est produite avec l'équipage du vol United Airlines lors de son approche de l'aéroport de Dulles. Ils sont également descendus en dessous de l'altitude minimale lors de l'approche, même s'ils étaient à 25 000 nautiques de l'aéroport. Comme l'équipage du vol 514, ils n'ont pas vérifié avec le contrôle du trafic aérien s'ils étaient sous contrôle radar positif. À cette occasion, la chance était aux côtés de l'équipage de United Airlines, qui a évité de justesse une collision avec le mont du temps lors de l'approche finale. Après cet incident,
United Airlines a procédé à un examen et a constaté que plusieurs pilotes descendaient souvent en dessous des altitudes minimales après avoir reçu une autorisation d'approche anticipée. En conséquence, la compagnie aérienne a renforcé la nécessité pour son équipage de suivre strictement les altitudes minimales établies, à moins qu'elle n'ait confirmé avec le contrôle du trafic aérien que l'avion était sous contrôle radar positif. Malheureusement, United Airlines n'a pas jugé approprié de divulguer l'échec de cet incident, ce qui a privé d'autres compagnies aériennes de la possibilité d'obtenir des informations précieuses sur ce grave danger. Cependant, la situation a dû l'être loin d'être un cas isolé. À peine 30 minutes avant le début de l'approche du vol 514, un Boeing 727 d'American Airlines a été libéré pour l'approche de la piste 12, encore une fois sans recevoir d'altitude minimale spécifique. L'équipage de cet avion a immédiatement contacté le contrôle du trafic aérien pour confirmer s'il pouvait descendre à 1800 pieds avant de commencer l'approche finale. Le contrôleur a indiqué que, contrairement au vol 514, cet équipage avait posé la bonne question. Malheureusement, l'équipage du vol 514 était à une fréquence radio différente au moment de cette transmission, perdant l'occasion de clarifier son malentendu. Alors que l'avion poursuivait sa descente, face à la pluie et à la neige, les instruments de navigation ont finalement indiqué qu'il avait atteint le radial de 300 degrés. L'équipage a ensuite commencé le virage à droite pour intercepter la piste d'entrée, se préparant à atterrir. Pour être juste avec tous les équipages impliqués, il y avait plus en jeu que de la négligence ou de la complaisance. La conception des graphiques d'approche a rendu difficile la visualisation de l'altitude correcte. La plaque d'approche ne montrait que la vue de profil de la trajectoire d'approche finale à seulement 6 miles de la piste, où l'altitude minimale était de 1800 pieds. Tout pilote distrait, pressé ou ne connaissait pas l'aéroport pourrait facilement conclure que l'altitude minimale de 1800 pieds s'appliquait à une zone d'approche beaucoup plus grande. Encore une fois, fixé dans les turbulences, le premier officier a commenté l'obscurité à l'intérieur du nuage et la turbulence croissante. Le capitaine Brock a regardé par la fenêtre latérale et a repéré le sol sous l'avion. L'ingénieur de vol a également réussi à apercevoir le sol pendant quelques instants avant qu'il ne disparaisse sous le nuage. Ils espéraient bientôt sortir sous le nuage. Sinon, ce serait le dernier signe avant-coureur qu'ils s'approchaient dangereusement du terrain devant eux. Obscurcis par le nuage, les pilotes ne pouvaient pas voir le mur rocheux solide qui était le mont du temps. L'avion se déplaçait à plus de 400 km/h et les turbulences s'intensifiaient, faisant chuter l'altitude à 1700 pieds. Réalisant la gravité de la situation, le premier officier Keswick s'est exclamé qu'il devait accélérer et a poussé les accélérateurs vers l'avant. Écrasé par les turbulences, l'équipage a commencé à perdre conscience de la situation. Le premier officier luttait pour maintenir le cap et a assuré aux autres pilotes qu'il était sur la bonne trajectoire, mais la réalité était que l'avion était dangereusement en dessous de la bonne altitude. Quelques instants plus tard, le vol a atteint de nouvelles turbulences sévères. L'ingénieur de vol a déclaré qu'il était confronté à un courant descendant intense, mais les turbulences n'étaient pas le principal problème. Les passagers, nerveux, s'inquiétaient de l'inconfort causé par les turbulences, alors qu'en fait le danger était la proximité du sol. À 11h09, les pilotes ont reçu la première alerte indiquant que l'avion était dangereusement proche du sol. L'altimètre radio a sonné un avertissement indiquant que l'avion n'était qu'à 500 pieds au-dessus du sol. L'équipage, en consultant l'équipement de mesure de distance, s'est rendu compte qu'il était encore à 17 miles nautiques de l'aéroport, une distance beaucoup plus grande que prévue pour la correction de l'approche finale. Normalement, les pilotes ne s'attendaient qu'à être à 500 pieds à 1 ou 2 miles de la piste, ce qui rendait impossible d'ignorer le fait que quelque chose n'allait pas. Le capitaine Brock a immédiatement ordonné au premier officier d'appliquer la pleine puissance. Keswick a poussé les accélérateurs complètement vers l'avant, déclenchant la poussée maximale des 3 moteurs. Les passagers ont été forcés à leur siège tandis que les moteurs accéléraient au maximum. Quelques secondes seulement après le premier avertissement, l'altimètre radio a émis une deuxième alerte, indiquant cette fois que l'avion n'était qu'à 100 pieds au-dessus du sol. L'équipage était paniqué, mais il n'y avait pas de temps pour une réaction efficace. Moins de 2 secondes plus tard, l'avion est entré en collision avec les arbres près du sommet du mont du Temps, à une altitude de 1670 pieds. L'impact a été dévastateur, l'avion a immédiatement explosé en flammes, avec des débris lancés au sommet de la montagne. Après l'impact, il ne restait presque rien de l'avion, et aucun des 92 passagers et membres d'équipage n'a survécu à l'accident.
Immédiatement après l'accident, le Conseil national de la sécurité des transports, NTSB, a lancé ce qui allait devenir l'une des enquêtes les plus détaillées et les plus conséquentes de son histoire. La première amélioration majeure résultant de cet accident a été la mise en œuvre d'un lexique commun dans l'aviation, visant à éliminer la confusion dans la communication entre les pilotes et les contrôleurs du trafic aérien. L'industrie de l'aviation s'est efforcée de s'assurer qu'un simple malentendu ne puisse plus jamais avoir des conséquences aussi dévastatrices. Cependant, les deux changements les plus importants qui ont émergé de cet accident étaient de nature technologique, et l'un d'entre eux a déjà été brièvement mentionné au début de cet épisode. Ces innovations auraient un impact profond sur la sécurité des passagers et de l'équipage dans le monde entier, transformant des événements tels que le vol 514 en une rareté presque totale. Peu de temps après l'accident du vol 514, le NTSB a demandé à la FAA d'exiger l'installation de systèmes d'alerte de proximité au sol, connus sous le nom de GPWS, Ground Proximity Warning System, sur tous les avions. Ces systèmes sont conçus pour alerter sans équivoque l'équipage lorsque l'avion s'approche dangereusement du terrain, offrant un temps supplémentaire pour la prise de décision et des manœuvres correctives. Le GPWS fournit aux pilotes un avertissement beaucoup plus anticipé que les systèmes de base précédents, sauvant d'innombrables vies depuis son introduction. Une autre amélioration significative résultant de cet accident a été la mise en place d'un système d'alerte pour les contrôleurs du trafic aérien, qui informe lorsqu'un avion dévie en dessous de l'altitude minimale sûre pour un secteur spécifique. De plus, un système national de reporting a été créé qui permet aux pilotes de signaler des incidents sans crainte de représailles. Bien que ces changements aient eu lieu à la suite de la tragédie du vol 514, la sécurité de tous ceux qui volent aujourd'hui doit beaucoup à ces réformes.